Alors, du coup, le secteur industriel du jeu vidéo aujourd'hui est traversé par des tendances qui amènent les entreprises vidéoludiques à s'interroger sur les processus de création et d'innovation de leurs produits. Ces tendances non seulement attirent les entreprises, mais en plus, elles contribuent à conditionner les attentes des publics et à faire émerger de nouveaux rapports aux jeux vidéo. Aujourd'hui, la façon dont les publics s'approprient les jeux pour créer du contenu engendre des mutations dans le jeu vidéo lui-même et tend à influencer le travail de conception, de création et d'édition de ces entreprises. On peut donc dire, j'ai tendance à dire, que l'expérience vidéoludique, aujourd'hui, elle se traduit par cette multiplication des pratiques, mais j'emploie aussi surtout le terme protéiforme pour qualifier cette expérience, dans la mesure où elle ne repose pas sur des modes de participation directe uniquement avec le jeu, mais aussi sur des modes de participation indirects. Par exemple, l'expression jeu secondaire est employée par Julie Delbouille pour justement qualifier ces pratiques qui ne reposent pas uniquement sur une action directe avec le jeu, comme l'attitude spectatorielle. Donc ces formes de jeu témoignent de la façon dont les publics se réapproprient et décuplent leurs espaces de jeu. Le jeu vidéo fait ainsi l'objet de réappropriation, de recontextualisation et de partage qui imposent des changements dans le développement et la production des jeux. Donc de ce passage apparent d'une pratique du jeu vidéo à une culture de l'expérience de jeu découle ce que je nomme les phénomènes de spectacularisation et qui font à la fois l'objet de ma thèse et de cette communication que je vous présente aujourd'hui. Donc je ne travaille pas directement sur la question de l'e-sport, mais ça fait partie d'une des branches que j'essaie d'étudier au mieux. Voilà. Donc revenons rapidement sur quelques éléments de contexte dans lesquels se déroule cette recherche et qui est régie par trois grands axes qui impactent directement notre sujet, à savoir donc les modes de consommation du jeu, tels que le streaming sur Twitch, qui transforme le rapport des joueurs à l'objet jeu vidéo. Alors j'utilise le terme nouveau, mais je ne devrais pas parce qu'il ne s'agit pas d'une nouveauté en soi. Ce serait plutôt le terme spectacularisé qui serait ici plus adapté, mais comme je ne vous ai pas encore défini la spectacularisation, je me permets ce substitut de nouveau. Ensuite, deuxième point, de la prolifération de contenus qui sont créés et générés par les utilisateurs, et les entreprises de jeux se plaisent à utiliser le terme UGC qui signifie User Generated Content. Et enfin, l'émergence de critères de streamabilité avec l'application de codes et d'exigences pour les industries vidéoludiques quant à la production de nouveaux jeux, dont la médiatisation et la diffusion sur le web, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, est devenue systématique. Donc nous verrons ensuite plus en détail que c'est justement un des enjeux pour Trackmania. En parallèle, j'estime qu'il est aussi important de replacer le jeu vidéo dans le contexte qui est le sien, à savoir qu'il tend de plus en plus à échapper à sa catégorisation d'objets de divertissement. Du coup, je me permets de le définir, je ne me suis pas lancée dans la définition de l'e-sport, je me suis lancée dans la définition du jeu vidéo. Donc à mon sens, c'est un objet hybride qui est à la fois un outil de médiation entre les joueurs, les producteurs, un outil de promotion, de films, d'artistes, de publicisation, donc d'objets de consommation tels que des baskets, les sacs, les marques de vêtements, un instrument de création et de co-création, un spectacle, un sport, un espace de rencontre, d'échange entre communautés et groupes d'appartenance, un objet cultuel et culturel. Et je pourrais même dire que le jeu vidéo aujourd'hui tend à devenir un mainstream média. Donc il va falloir vous accrocher, parce que c'est là où je vais attaquer la partie un peu délicate de la fin de journée. Donc, dans la littérature française, le terme spectacularisation semble être associé pour la première fois aux jeux vidéo au début des années 2000. Donc, en 2003, Philippe Mora et Stéphane Eas emploient le terme spectacularisation pour faire référence à la pratique du jeu vidéo dans l'e-sport. Donc, ils évoquent l'utilisation d'un podium, la remise de récompenses, etc., le protocole comme des éléments de spectacularisation, de spectacularité. Donc selon eux, l'e-sport est justement un exemple de mise en spectacle du jeu vidéo qui s'opère par le biais d'éléments à la fois internes et externes au jeu. Donc le dispositif scénique, la salle, le public. À ceci s'ajoutent plusieurs critères qui vont rendre le jeu spectacularisable et donc conforme à la pratique de l'e-sport, comme la constitution des règles, pour citer Taylor, ou encore l'adaptation de certaines actions qui sont normalement autorisées dans un jeu classique mais qui vont être interdites par exemple lors de tournois e-sport. Ce fut le cas pour StarCraft, Counter-Strike ou encore FIFA. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'e-sport tend à la fois vers une mise en spectacle du sport et une mise en spectacle de la performance du jeu et des joueurs, et du joueur aussi.
Donc, dans son article intitulé Entre jeu et spectacle, rhétorique du let's play, Fanny Barnabé emploie l'expression spectacularisation de la performance de jeu pour parler du let's play. Elle définit cette expression comme une sorte de transformation de l'expérience ludique du joueur en un spectacle dont les frontières sont établies par différents marqueurs et qui fait passer du coup le jeu en tant qu'activité subjective à une représentation et à des signes de cette activité. Pour ma part, je dirais que depuis sa création, le jeu vidéo est intrinsèquement lié à la notion de spectacle, puisque d'une certaine façon, les jeux d'arcade sont les prémices en fait, du rapport entre le spectacle et le jeu vidéo, qui s'exprime aujourd'hui en une variété de formats. Donc, par exemple, les journées de démonstration de jeux électroniques, les premiers championnats nationaux de jeux d'arcade, comme Space Invaders Championship en 1972, l'e-sport, le streaming ou encore certaines expériences interactives sur Twitch sont ce que je qualifie les phénomènes de spectacularisation du jeu vidéo. Donc la notion de spectacularisation du jeu vidéo renvoie, à mon sens, à l'usage de la représentation et à la médiatisation du jeu vidéo et de sa pratique. Cette spectacularisation se caractérise donc par le passage de l'expérience de jeu à la représentation de cette expérience de jeu. Et il s'agit d'une notion que j'estime être stratifiée parce qu'elle est constituée d'éléments qui appartiennent à la fois au spectacle, au spectaculaire, à la culture du jeu vidéo et au jeu vidéo lui-même. Dans son article dédié à la sémiologie du spectaculaire, Ryan Maria Torre évoque la production d'un enjeu qui est créé par le spectacle comme une mise en jeu même de la valeur. Ainsi, on peut dire que le spectacle du jeu vidéo vise à mettre en valeur le jeu lui-même, ceux qui le produisent, ceux qui y jouent et la façon dont ils y jouent. Donc, dans l'élaboration de la définition de la notion de spectacularisation, j'étudie à la fois le rapport du jeu vidéo au spectacle, que je définis ici comme une représentation, une mise en scène ou une monstration de quelque chose, mais aussi son rapport avec le spectaculaire, que j'emploie en tant qu'adjectif pour qualifier ce qui suscite l'étonnement par son caractère exceptionnel, et avec la spectacularité, donc la qualité de ce qui est présenté, ressenti ou représentable comme un spectacle. Donc, dans cette recherche, je pars du postulat que la spectacularisation affecte 4 niveaux du médium vidéoludique. Le premier niveau renvoie à l'objet jeu, et plus précisément au game, c'est-à-dire aux éléments internes diégétiques, à savoir la narration, les personnages, l'univers, et extra-diégétiques, donc l'interface, le game design, la jouabilité, le champ des possibles, qui le composent. Mais aussi à son support matériel, donc le dispositif sur lequel il se joue, console, PC, mobile, tablette, et enfin au contexte dans lequel la partie se déroule. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau renvoie à l'ensemble des données sémiotiques qui renvoient eux-mêmes aux dispositifs utilisés pour créer du spectacle. Par exemple, la scène, les lumières, le décor, la caméra. Et au mode de diffusion du jeu vidéo, par exemple les plateformes de streaming. C'est pourquoi la scène lors des compétitions d'e-sport, par exemple, ou encore la borne d'arcade sont, à mon sens, des exemples de dispositifs de spectacularisation du jeu. Le troisième niveau porte sur le joueur, qui est à la fois le spectacularisé, le médiateur, celui qui travaille sa posture, donc son discours, son attitude, son rôle, sa proximité avec les spectateurs, et qui se réapproprie le jeu, le recontextualise et le met en valeur. Il est tantôt le sujet du spectacle et tantôt il est un objet de médiation vers le spectacle. Enfin, le quatrième niveau concerne les interventions du public spectateur, donc les commentaires, les réactions, les donations et les différentes formes d'engagement qu'on peut avoir. Le joueur étant lui-même spectateur de son propre jeu, et les spectateurs deviennent eux aussi joueurs secondaires du jeu auquel ils participent donc indirectement. Vous me suivez? Je sais que c'est un petit peu... Voilà, terme un peu compliqué, mais voici des exemples. Par exemple, les concerts en live dans Fortnite, où des artistes comme Ariana Grande ou encore Major Lazer ont été conviés pour des représentations. Dans ces exemples-là, le game design du jeu a été spécialement modifié et adapté pour ces événements. Ensuite, d'autres types d'événements comme l'E3 ou encore la Paris Games Week, on a des éditeurs de jeux qui vont annoncer les jeux à venir un peu sous la forme de blockbusters avec des mises en scène spectaculaires où se succèdent les trailers ponctués par l'intervention de danseurs, de comédiens célèbres, d'animateurs, de jeux de lumière, etc. Donc je dirais que la spectacularisation du jeu comporte plusieurs enjeux, dont deux et à deux niveaux différents. D'une part, le conditionnement des attentes du public, puisque l'expérience vidéoludique regardée se doit de satisfaire le joueur avant même qu'il ne joue,
et l'enjeu de satisfaire pour les entreprises de production et d'édition de jeux vidéo, parce qu'il se trouve que dans cette spectacularisation, il y a l'appréciation, l'engagement, le divertissement des publics qui va passer, et ce divertissement doit se faire avant même que le public ne puisse jouer au jeu. Donc par le biais de regarder le jeu, j'aurais pu en parler. Donc, puisque la spectacularisation du jeu l'affecte à des niveaux différents, il est essentiel d'adapter aujourd'hui, que je puisse adapter en fait mes méthodes d'analyse pour en cerner les différents enjeux. Donc, d'une part, j'essaie de comprendre quel est l'impact de la spectacularisation du jeu sur son gameplay, sur son game design, et ça, c'est vraiment mon travail de thèse. Donc, je m'appuie à la fois sur des approches communicationnelles, ethnographiques et sémiologiques. Et d'autre part, je me suis aussi aperçue que je ne pouvais pas analyser une compétition e-sport comme j'ai analysé en fait un let's play sur Twitch. Donc je me suis interrogée sur les choix méthodologiques qui me semblaient les plus adaptés pour parvenir justement à étudier finement l'impact de la spectacularisation aujourd'hui sur le game design d'un jeu. Et le 4 juin 2022, j'ai donc pris ma casquette de doctorante et j'ai assisté à la ZRT Trackmania Cup à l'Accor Arena de Paris avec un carnet de notes, un crayon et un smartphone pour prendre des photos. Je me suis placée directement dans le public et j'ai commencé à prendre des notes. Autant vous dire que j'étais la seule à le faire. Et encore heureux. Et du coup, pour analyser aujourd'hui la ZRT Trackmania Cup, je me suis appuyée sur une analyse du dispositif scénique et de la disposition des joueurs, ainsi que d'autres éléments qui, à mon sens, ont contribué à la spectacularité. Alors, je ne prétends vraiment pas faire de cette méthode-là la meilleure, mais disons qu'elle s'inscrit aujourd'hui comme une tentative de saisir les différents impacts de la spectacularisation sur les 4 strates que je vous ai présentées du jeu vidéo. Et j'ai aussi essayé d'articuler ces données-là avec la modification et l'adaptation du game design du jeu justement à ce spectacle. Ah oui, et je voulais aussi montrer que justement la spectacularisation pouvait se créer au-delà du jeu vidéo lui-même. Ça, c'est un point important. Donc, tout d'abord, quelques éléments de contexte sur la Trackmania Cup. Donc, c'est une compétition qui a été organisée sur le jeu vidéo de course Trackmania, anciennement Trackmania Stadium, et qui est édité par Ubisoft Nadeo. Donc la 10e édition de la Trackmania Cup a eu lieu le 4 juin 2022 à l'Accor Arena de Paris. Et on avait sur place environ 15 000 spectateurs et 120 000 spectateurs en ligne qui ont suivi le spectacle sur Twitch. Donc 6h30 de spectacle, c'était très long, très long, très bien, hein, ceci dit, mais assez long. Et on a donc 8 duos qui ont été qualifiés sur plus de 2184 joueurs initialement inscrits. Et c'est finalement du coup le duo Gwen et Afi qui a remporté la compétition, donc pas de suspense. La finale a elle-même été précédée par 2 sessions de qualification qui se sont déroulées le 14 et le 15 mai 2022. Et voilà. Donc, les demi-finales se sont jouées en mode coupe, c'est-à-dire que dans ce format, le joueur doit obtenir environ 120 points au fil des courses et terminer premier lors d'un round. Et comme ils sont 2, ça doit s'appliquer aux 2 joueurs à chaque fois. Donc la ZRT Trackmania Cup, c'est avant tout un spectacle plus qu'une compétition. Et là, je reprends en fait les termes de Zerator lui-même pour qualifier l'événement. Donc il s'agit d'un spectacle, mais qu'est-ce qui justement contribue à en faire un spectacle? Eh bien, d'une part, le dispositif scénique. Je pense qu'on peut parler de double scène pour cet événement-là, dans la mesure où les circuits de Trackmania sont d'une part les premières scènes sur lesquelles s'affrontent les joueurs. Ensuite, il y a la scène de l'Accor Arena qui a été spécialement habillée et décorée pour l'occasion. Donc la scène virtuelle, à savoir les différents circuits, ont été co-construits par Zerator lui-même lors d'un live sur Twitch, enfin plusieurs lives. Donc dans cette édition-là, il a réalisé 14 circuits lors d'une phase de mapping qui a eu lieu du 11 avril au 8 mai. La création des maps a été faite donc, par Zerator qui a utilisé le mode édition de Trackmania et il a régulièrement impliqué le public dans cette création en leur demandant leur avis, par exemple sur le choix des couleurs, la disposition des circuits, le niveau de difficulté, la trajectoire, l'emplacement des checkpoints et la disposition des obstacles, et notamment celle du fameux cactus. Alors le cactus est devenu un enjeu, voire un symbole en fait de la complicité entre Zerator et son public, qui connaît le caractère particulièrement préjudiciable de ce cactus, qui peut subitement entraîner la défaite et l'élimination d'un joueur. Donc, dans le cas présent de la création des circuits, en fait, on a déjà un premier exemple de mise en spectacle du game design, puisque le jeu a été spécialement adapté pour la compétition et a été créé d'ailleurs pour celle-ci. Alors, pas le jeu lui-même et les circuits, pardon.
Ensuite, ces vidéos-là de mapping ont été réalisées sous une forme ritualisée avec le hashtag TMCup 2022, d'ailleurs qu'on peut retrouver aujourd'hui sur YouTube et sur Twitch, mais il faut payer. Je peux vous le dire parce que j'ai fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Zerator va profiter justement de ces lives pour raviver les souvenirs des précédentes Trackmania Cup et multiplier les clins d'œil au temps fort de la compétition. Donc en passant par le nom des circuits qui d'ailleurs, au-delà de leur jeu de mots, font allusion aussi à d'anciennes compétitions. Par exemple, Ngoland est un circuit qui est constitué uniquement de cactus sur lesquels les joueurs doivent tantôt rouler, qu'ils doivent tantôt éviter. Et en fait, cette map, elle est vraiment présentée comme la perfection, donc le final chapter, le boss des boss, soit la carte la plus appréciée et en même temps la plus redoutée à cause de sa difficulté technique, et en fait la plus spectaculaire parce qu'il a fallu 10 ans selon Zerator pour arriver à ce résultat. Donc une fois validé, chaque circuit est proposé, est proposé à l'entraînement, et donc disponible, et les participants à la compétition ont par ailleurs eux-mêmes régulièrement diffusé leurs entraînements sur Twitch, ce qui a entraîné une double spectacularisation en fait de chaque circuit, ainsi que de nombreuses vidéos de type je réagis à, je découvre, qui ont émergé justement sur le thème de ces circuits-là. Donc ça contribue en fait à mettre l'accent à la fois sur les passages les plus redoutés, mais aussi les moments les plus fun, et le caractère à la fois unique et spectaculaire de chaque circuit. Troisièmement, donc le dispositif scénique. La scène de l'accord Arena est quant à elle une scène centrale, qui est pareille à celle des combats de boxe. Donc on a un public qui est partout. Il entoure toute la scène. En termes d'occupation d'espace scénique, on a 8 reproductions de véhicules de Formule 1, donc pour reprendre le thème de la Trackmania, avec un setup habituel, donc PC, manette, écran à la place du volant. Les joueurs n'ont qu'à s'installer. Zerator, quant à lui, commente les parties depuis un bureau fixe, mais s'amuse à faire le tour de la scène régulièrement. Ce qu'on peut dire du dispositif, c'est que clairement il est ingénieux, mais aussi qu'il engendre un effet spectaculaire qui vient renforcer d'une part l'immersion dans le jeu Trackmania par les multiples références à celui-ci, véhicules sur scène, couleurs vertes et blanches omniprésentes, son et musique du jeu. Et d'autre part, parce qu'il permet aussi au public de se focaliser sur la compétition elle-même sans pour autant perdre de vue la scène et donc les joueurs. Comme dans un jeu, ils occupent des voitures de Formule 1, ce qui distribue suffisamment d'informations pour capter l'attention du public, mais sans pour autant la saturer d'informations. Et au-dessus de la scène, en fait, on a 4 écrans qui sont disposés et qu'on peut regarder, qui nous permettent en fait de voir tout simplement ce que les joueurs font sur l'écran. Il faut savoir aussi que la salle est plongée dans le noir la majorité du temps, ce qui permet vraiment de se concentrer sur les écrans et parfois sur la scène. Alors, au-delà du dispositif scénique, il y a aussi l'introduction, mais je ne vais pas détailler parce que je n'aurai pas le temps, mais je pourrais revenir là-dessus après pendant les questions, si jamais, qui est aussi très intéressante parce qu'on a une courte vidéo de Zerator qui présente en fait les temps forts de la Trackmania Cup, un peu sous la forme d'une bande-annonce de cinéma. Il utilise aussi beaucoup de jeux de lumière et on a un véritable effet de spectacularisation. Alors, je vais juste utiliser une petite citation. Donc, une Trackmania Cup, c'est des spectateurs comme vous, des créateurs de circuits comme moi et des joueurs. Pour reprendre les paroles de Zerator lui-même. Il faut savoir que la spectacularisation réside non seulement dans les motifs visuels, sonores et sensoriels, mais aussi dans la coupe elle-même, qui pèse pas moins de 15 kg et dont le design est à l'effigie du jeu, bien évidemment, et qui est disposée au centre de la scène. Donc elle se veut vraiment spectaculaire jusqu'au bout. Troisième élément intéressant, c'est la disposition aussi des joueurs. Les joueurs arrivent sur scène en tenue de pilote. Leur présentation est mise en scène. Ils sont installés et présentés un à un par Zerator, qui vient les interroger sur leurs ressentis, leurs émotions. Donc, durant la compétition, ils vont être régulièrement interrogés et on va raconter leur histoire. La création du suspense. Donc, le nom des circuits est tiré au hasard dans un chapeau. Pour chaque nouveau circuit, Zerator va commenter la map pour en expliquer les difficultés et créer du suspense. La spectacularisation passe aussi beaucoup par le discours à la fois structuré mais très spontané de l'animateur. Donc il fait toujours en sorte de s'adresser à toute la salle et il a un discours qui est extrêmement pédagogue, c'est qu'il explique toujours les règles. Donc ça s'adresse à la fois à un public qui connaît le jeu mais aussi à un public qui ne connaît pas le jeu. Donc l'autre élément essentiel, c'est l'adaptation du game design du jeu. Donc on l'a dit, les circuits ont été spécialement conçus pour l'événement et la création a été
aussi spectacularisée. Mais Zerator a rajouté un élément, c'est qu'il a créé une map secrète pour justement créer en fait un effet de suspense. Et cette map a été dévoilée donc seulement lors de la compétition. Elle fait d'ailleurs partie des challenges qui ont été mis en place. Donc ces challenges que vous pouvez voir à l'écran sont pertinents parce qu'ils viennent briser la redondance du jeu, ils viennent bousculer le gameplay et en quelque sorte ils viennent nous sortir un petit peu du game design pour redistribuer d'une part les cartes aux joueurs, mais aussi pour leur permettre en fait, pour créer une sorte d'intrigue, un peu de fun et un peu de surprise. Donc ce qui était intéressant, c'était particulièrement le passage en fait avec les voitures télécommandées, qui n'avait rien à voir avec le jeu, que j'ai trouvé assez être un peu risqué en termes d'équité, mais c'était intéressant, ceci dit. Alors, autre point, les interactions avec les publics. On a donc une map qui a été spécialement conçue pour justement faire participer le public. Il s'agit de Bercy Moku, qui a été créé avec les spectateurs. Donc on a une mise en abîme de l'événement. Donc vous pouvez voir en haut à gauche en fait qu'on a la salle qui a été intégrée dans le circuit par Ubisoft Nadeo. Et d'autre part, on a aussi un passage en fait quand on est dans ce circuit-là où la foule, donc nous les spectateurs, on doit faire coucou aux joueurs qui passent. Un autre exemple intéressant, c'est Chicadran Boisy d'Enfer, donc qui est un circuit où Zerator demande au public de ne pas faire de bruit lorsque les joueurs passent dans l'usine. Et ça aussi, c'était un moment incroyable de silence. Donc, pour conclure, parce que j'arrive au bout, je vais revenir là-dessus. Juste un point, c'est que je dirais que déjà la liberté de création qui a été octroyée par Trackmania est vraiment intéressante parce qu'elle permet d'adapter la difficulté technique du jeu et son décor au bon vouloir de son créateur et des spectateurs. Et la stratégie qui est employée ici par Zerator, elle est bien pensée parce que déjà, il va intégrer régulièrement le public, mais en plus, il va lui donner un rôle et il va donner vraiment à ce public-là le sentiment de participer au spectacle et de le créer avec lui. C'est un cas d'étude qui est vraiment pertinent et dans lequel j'aimerais aller beaucoup plus loin parce que l'analyse en fait de la spectacularisation se voit très bien sur les différentes strates de ce jeu-là, tant par son impact sur le game design, avec les choix graphiques, le choix des couleurs, la simplicité de l'interface, la possibilité de personnalisation du jeu, le choix des circuits, etc. Mais aussi parce que elle a donné lieu en fait à des échanges réguliers par la suite entre Zerator et Ubisoft Nadeo pour justement adapter le game design du jeu. Donc je dirais que ne le cachons pas, on sait très bien que Trackmania c'est un jeu qui est réputé difficile et très frustrant. Alors pourquoi devrions-nous passer des heures à voir nos véhicules tomber lorsqu'on peut juste regarder les autres le faire à notre place et en rigoler, ou bien tout simplement voir les autres gagner là où on aurait pu perdre. Donc la phrase de fin, c'est vraiment, j'estime qu'aujourd'hui le jeu vidéo est un spectacle, alors il faut savoir en rire aussi. Voilà.